Bonjour Frédéric, Salut Estelle. bienvenue dans Biz and Bibs. Merci. Enfin, re-bienvenue, parce Oui, que c'est du vrai. coup, Finalement, je suis revenu. pour le contexte, on s'est déjà parlé, on a déjà fait cette interview, mais je t'ai interviewé à distance, puisque Oui. je vivais à Barcelone. Et puis, ben voilà, la technologie, les aléas du direct. Nous avons des petits incidents techniques avec le fichier. C'est ça. Et depuis, j'habite à Paris. Et on Ouais. s'est dit, bah, pourquoi pas faire ça en Bah, vrai? étant donné que je suis de Rouen, je me suis dit, c'est pas très loin avec mon vélo, donc je suis venu à vélo. Non, je rigole, je suis venu en train. Non, je suis venu en train. Oui, non, mais je me suis dit que c'était l'occasion de se voir en vrai de vrai et de réenregistrer notre échange parce qu'il était très agréable, très productif pour moi. Il m'avait beaucoup aidé finalement. Et de parler d'un sujet avec qui je n'ai jamais encore abordé le sujet. C'était tout ce qui m'est arrivé quand je travaillais avant mon nouveau métier. Alors, on va parler de tout ça. Donc Fred, tu es connu sur les réseaux sous le pseudo Vieux Machin Bidule, même si je dois dire tu n'as rien de vieux. Non, c'est vrai, effectivement. Enfin, vieux, les premiers poils blancs sur la barbe. Alors, je peux pas avoir de cheveux. Je sais pas sur les cheveux en tout cas, mais non, j'ai rien de vieux, non. Et tu parles donc de parentalité décomplexée, de ton rôle de papa. Tu aides à ta façon les parents. Ta femme, elle est consultante en lactation, sage-femme. C'est ça. Donc tu donnes aussi des conseils par rapport à l'expérience de ta femme. Tu partages ta vie en famille, même si tu gardes quand même privé, on va dire, l'intimité de tes filles. Mais en tout cas, tu partages une image très drôle, décomplexée, ludique de la parentalité. Mais avant, tu avais un tout autre métier. Et c'est oui. de ça dont on va parler, de ce switch, de cette reconversion qui Exact. est propre aux Biz and Bibs, puisque notamment, c'est l'arrivée de tes filles C'est qui ça. t'a impulsé cette nouvelle vocation. En fait, quand ma première fille est née, Rosalie, maintenant qui a 7 ans, j'avais besoin d'avoir des informations sur tout ce qui allait arriver dans cette nouvelle aventure qui est la parentalité, la paternité. Parce que même si j'avais envie, j'avais rêvé d'être père, bah, la réalité c'est que en fait, il fallait quand même que j'apprenne des choses et que je me mette au courant de 2-3 trucs quand même. Parce que même si j'ai une femme qui est sage-femme, c'est pas automatique en fait. Et donc j'ai cherché, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, il y a 7 ans, le temps passe vite, mais il n'y avait pas autant de podcasts, il n'y avait pas autant de gens qui étaient suivis sur les réseaux, qui parlaient de parentalité. Bon, il y avait la maison des maternelles, ce qui restait un peu le truc fiable de ce moment-là. Et puis, ma fille est née. Et au bout de 6 ou 8 mois, je me dis, tiens, et si je parlais de l'allaitement de mon épouse pour ma fille, parce que ça a commencé tout bêtement. On est parti en vacances et sur l'autoroute, on s'est arrêté au niveau de Montélimar à 4h du matin sur une aire de repos. Tout est éteint, c'est un peu lugubre. Et je la vois assise par terre en train de donner le sein à ma fille. Et je me suis dit, pouah, mais est-ce que nous, hommes, on serait capable de faire ça en fait, tout simplement? C'est ma première question. Et en plus d'être impressionné, en plus d'être émerveillé et ultra respectueux de ce qui se passait et vraiment même reconnaissant, je me suis dit, eh ben moi je vais en parler sur les réseaux. Parce que parler d'allaitement, déjà quand on est une femme, c'est pas si simple que ça. Et de le Puis faire à quand on 7 est ans, un homme, c'était pas aussi, à 7 ans, c'était pas comme ça, tu vois. aussi ouvert que Et ça. je me suis dit, allez, on y va. Et donc, j'ai réouvert un compte Instagram que j'avais déjà, qui s'appelait Vieux Machin Bidule, où dedans, je mettais des photos de vieux objets vintage, que j'adore le vintage. Hein, les gens qui me suivent le savent, hein, je suis très vintage. Et je me suis dit, je vais pas changer le nom. Je ne vois pas pourquoi, ça reste ma personnalité. J'avais 10 abonnés, j'avais ma maman, mon frère, 2 cousins, et voilà. Et je me suis dit, voilà, je vais écrire ce premier post. J'ai pris en photo ma femme en train d'allaiter. Je lui ai dit, c'est OK pour toi? Elle m'a dit oui. Et avec 3 hashtags et du culot, en fait, d'un seul coup, et je me suis mis en mode public, et d'un seul coup, 100, 200, 300, 400 abonnés, des femmes principalement, qui devaient être étonnés de voir un mec aborder un sujet aussi particulier finalement. Et puis ça s'est enchaîné avec 1000, 2000, 3000. Et là, Parce que toi, tu as continué à publier des posts sur ta vie de jeune papa. J'ai continué à partager tout ce que je vivais. J'ai continué à partager sur l'allaitement, sur un petit peu sur la dépression du postpartum de mon épouse, parce que c'était un sujet qui, pareil, m'intéressait, et je devais rendre ça de manière plutôt publique et toujours dans le même esprit. Je dis toujours, c'est ce que je dis est rendu intéressant peut-être parce que je suis un homme, et ça j'en ai conscience. Je pense qu'une femme ferait les mêmes sujets, il y aurait
personne la suivrait, parce que ça serait presque banal. Et alors, est-ce que c'est culotté de ma part de continuer? Oui, parce que je le fais, parce que si je peux faire résonner un message positif et engagé d'un homme, bah, autant le faire. Et c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui. Oui, et d'un côté, c'est justement si rare que les hommes s'impliquent, parce que oui, donc la femme donne le sein au bébé, mais l'homme peut faire plein de choses à côté Mais c'est pour ça l'idée, faciliter l'allaitement de sa femme, ouais. être le coparent, faire les... Voilà, moi je fais le ménage, je fais les couches, je fais tout pour que tu sois bien, il y a toute la récupération de Oui, et postpartum puis aussi. avoir conscience que la charge mentale doit être partagée, équitable. Quand je dis jamais égalitaire, parce que l'égalité, ça me plaît pas en fait, dans le principe où ça veut dire que si moi je peux en faire 60, pourquoi je m'arrêterai à 50, tu vois, c'est toujours un peu le truc. Donc moi je me dis toujours, on en discute avec ma femme de nos besoins respectifs, et voilà, je sais qu'elle est plus à s'occuper du linge, et moi bah, Oui, on se répartit en fonction on se de nos répartit affinités. en fait, c'est les affinités, et puis avoir conscience que si l'un ou l'autre ne peut pas faire sa tâche, l'autre est capable de le faire quand même. Et ça, je trouve que c'est important. Ce qui fait que ça roule plutôt bien, et ça depuis maintenant, depuis 7 ans en tout cas, depuis qu'on a notre première fille. Entre-temps, il y en a une deuxième qui est arrivée, et puis il y a le troisième bébé qui va arriver là pour le mois de novembre. Oui, c'est vraiment tout Oui, bientôt là. Et puis c'est un enchaînement, c'est pas les mêmes grossesses. Il y a un fil conducteur, c'est l'allaitement, parce que finalement il est toujours là. Et puis moi j'évolue au fur et à mesure. Alors mes enfants découvrent mon métier au fur et à mesure que moi je travaille et que je découvre des nouvelles aventures également. Et sans oublier, parce que ma fille le sait très bien, ma plus grande en tout cas, que mon passé c'est de travailler à l'hôpital. Donc voilà, toi, tu es maintenant créateur de contenu sous le pseudo Vieux Machin Bidule. Tu as 22 000 abonnés sur Instagram. C'est ça, ouais. Et voilà, tu fais plein de vidéos, de ressources pour les parents. Mais avant, en tout cas, rien ne te prédestinait à créer du contenu sur Instagram, puisqu'avant, tu travaillais à l'hôpital. C'est ça. Qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital public? À l'hôpital public, j'ai travaillé pendant presque 16 ans. J'ai commencé, j'ai toujours été aide-soignant quasiment une partie de ma carrière. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai fini ma carrière en soins palliatifs. J'ai travaillé quelques années en soins palliatifs, et ma femme, on traversait la cour de l'hôpital et elle était en salle de naissance. Donc c'était très drôle, parce qu'elle accompagnait les bébés qui arrivaient au monde, et moi j'accompagnais les gens à partir. C'était assez... Ça fait des drôles de conversations. Oui. Ça fait une belle boucle. C'est les deux bouts de oui, la c'est ligne. pas mal comme conversation. On sent qu'il y a un début, il y a une fin. Non. Et puis est arrivée la période Covid à l'hôpital. Toi, tu l'as vécu à l'hôpital. Moi, je l'ai vécu à l'hôpital. C'était très très dur, c'était très très compliqué, moralement, physiquement, parce qu'on va pas se mentir, on a beaucoup travaillé, tous. On a fallu s'adapter énormément. Alors moi, je suis quelqu'un qui arrive plutôt à s'adapter rapidement, mais là, on va pas se mentir, et on est. C'était une situation exceptionnelle. Je me suis senti dépassé plus d'une fois, dépassé humainement et matériellement, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais en bascule entre devenir aide-soignant et être logisticien à l'hôpital, parce que je voulais déjà changer de braquet, parce que je sentais que ça allait moins bien, moi, dans mon métier, et que j'avais besoin de voir autre chose, mais de rester quand même à l'hôpital. Et donc, j'étais entre les deux. Je faisais aide-soignant et logisticien, toujours à l'hôpital, dans les services de soins. Et là, vraiment, là, j'ai senti que c'était le... Enfin, j'ai senti, je le sais après, mais sur le coup, je ne me rends pas compte, parce qu'on est tête baissée, on avance face au vent, et on ne se rend pas compte que humainement, on en perd, physiquement, alors là, et que c'est même plus une lassitude, là, c'est qu'il y a un vrai changement dans ma manière de voir les choses. Puis toi, à l'époque, tu étais jeune papa, du coup. Et moi, à l'époque, j'étais jeune papa, donc un an et demi. je laissais ma fille à la crèche, parce que moi, ma fille pouvait aller à la crèche, étant donné que j'étais personnel soignant, donc j'étais prioritaire, il la gardait. Mais au final, c'était une drôle de période. Tu la voyais très peu, finalement, aussi. Je la voyais peu. Je travaillais soit le matin, soit l'après-midi, mais je la voyais à mi-temps, on va dire. Ouais. Mais je la voyais peu. C'était compliqué parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Alors j'ai de la chance, parce que, étant donné que j'avais un laissez-passer pour aller à l'hôpital, je l'utilisais pour aller faire des petites balades en vélo avec elle l'après-midi. Et alors je me suis jamais fait arrêter, mais juste une seule fois où j'ai montré ma carte du CHU, et le policier m'a dit il n'y a pas de problème, allez-y, passez. Et c'est un peu comme ça que j'ai passé un peu le droit de rester enfermé dans notre appartement.
parce que Oui, j'avais... puis ça t'a donné parce que aussi là, il fallait cette que je bulle sorte. d'air. En fait, le problème, c'est que c'est une époque où je regardais beaucoup les informations. Et aujourd'hui, je les regarde plus. Je les écoute, à la limite, je lis les informations. Et en fait, j'avais Covid au travail et j'avais Covid arrivé à la maison à la télé. Et en fait, là c'est plus possible. Là, il y a un moment, voilà, on va péter un plomb, quoi. Ouais. Et puis, le Covid s'est tassé un petit peu avec le temps. J'ai continué un petit peu à continuer mon aventure à l'hôpital en voulant toujours évoluer, mais ne plus être aide-soignant, mais être logisticien. Et puis, j'ai fini par réussir à être logisticien dans plusieurs services. Et même si, effectivement, mentalement, je me suis dit, oh, ça, c'est un renouveau dans ma carrière, c'est génial. En fait, au bout de 8 mois, j'ai eu un accident de travail. Et de logisticien, comment dire, enfin, Fraîchement reconverti. fraîchement reconverti et connu et reconnu un peu pour son travail, parce que les gens appréciaient beaucoup l'idée qu'un ancien soignant travaille maintenant plus dans la logistique, il comprend mieux ce qui se passe dans les services. Et ça, c'était un peu la plus-value, si tu veux. Ouais. Ce qui m'a valu, voilà, toi, de recevoir un mail de la direction de la logistique en disant oh, c'est très bien, votre travail est formidable. Et malheureusement, comme dans pas mal de métiers, quand ça va bien, tout va bien. Et puis quand ça va mal, tout va mal en fait. Et donc. Cet accident de travail, tu as été arrêté? Pas longtemps, un mois. Mais ça t'a laissé des douleurs? Ça m'a laissé des douleurs, oui, oui, bien sûr. Ça m'a laissé des graves douleurs parce que c'est un accident bête. Je suis tombé dans un escalier avec un cutter dans la poche arrière. Le cutter était fermé, mais en fait, le choc a été tellement violent que ça a déclenché des douleurs neurologiques au niveau des membres inférieurs, de la jambe droite principalement, de type syndrome de queue de cheval. Donc en clair, on a tout le temps envie d'uriner, limite on surine dessus, ça je l'ai pas eu, et en fait je suis tombé, je suis rentré chez moi et le lendemain, et en pleine nuit je me suis levé pour aller aux toilettes et je me suis cassé la figure. En fait je pouvais plus marcher, ma jambe était totalement paralysée. Et t'es resté immobilisé du coup? Je suis resté immobilisé quelques jours, j'ai réussi à avoir un IRM très rapidement. Tout de suite, ils ont vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ensuite, j'étais voir une neurologue qui m'a fait plusieurs examens, qui a démontré vraiment une perte assez significative de sensibilité dans la jambe. C'est un truc con, on se dit, bref, c'est quand même pas. Voilà. Oui, mais bon, t'as quand même besoin de tes jambes quand même pour besoin des fonctionner, jambes, pour puis travailler, pour vu que tout, c'était un nouveau job, je voulais pas que ça dure cet arrêt, parce que je me suis dit, si ça dure, je vais pas être crédible dans mon travail. Tu t'es mis la pression tout je seul. me suis foutu une pression de dingue. Mon manager à l'époque, si j'appelle ça un manager à ce niveau-là, même si on est à l'hôpital public, alors me mettait pas la pression, mais il avait cette capacité à toujours remettre un peu l'église au milieu du village de manière assez désagréable. Moi, je venais habillé en civil à l'hôpital et un jour, il m'a dit par contre, les chemises, c'est pour les chefs, c'est pas pour les agents. Et là, je sentais que ça commençait un peu à vriller, tu vois. Après, il y avait 2-3 trucs que j'acceptais. Parce qu'on t'a reproché le fait de t'être arrêté? Oui, non, ça, oui, ça, on me l'a reproché, mais ça, on me l'a reproché un peu plus tard. Au début, j'ai pas eu de reproche d'être en arrêt. Je suis revenu travailler. J'ai bossé un mois et demi, je sais plus, 2 mois presque. Après, il y a eu les vacances d'été. Je suis parti pendant 3 semaines en vacances, donc normalement, voilà. Et en revenant de vacances, 12 heures de route. Alors là, je pouvais plus marcher. La jambe qui se reparalysait de nouveau, pas bien du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? J'envoie un mail à mon supérieur hiérarchique un dimanche en fin de journée en lui disant écoute, je serai pas là demain. Là, il faut vraiment que je retourne chez le médecin. Ça va pas mieux, mais genre pas mieux du tout. C'est même pire que quand je me suis arrêté, quoi. Et pas de réponse. Et le lendemain matin, je me souviens, ma femme m'emmène chez le médecin et je reçois un SMS. Non, un mail, pardon. Je reçois un mail. Complètement, c'est ahurissant de recevoir ça par mail parce qu'on se dit mais t'as réfléchi 5 minutes avant. Oui, tu l'as laissé par écrit. C'est complètement cinglé, quoi. Et je reçois ce mail. Alors il m'explique que c'est pas cool de prévenir la veille pour le lendemain, qu'on pouvait pas compter sur moi, comment, je me rappelle plus les termes exacts, mais alors il y avait un terme qui m'avait mis un peu là. Enfin, c'est le terme qui m'a mis la tête sous l'eau. Je sais même plus. Attends, ça va me revenir. Tu m'as déçu. Il m'a dit, tu m'as déçu. Tu me déçois.
ton comportement me déçoit. Parce que tu t'es fait mal, Parce que parce que tu avais mal à la jambe et que tu étais en impossibilité de venir. J'aurais eu la grippe, une angine, je ne serais pas venu non plus. Et là, il me dit, tu me déçois. De ce fait, connaissant quand même les lois un petit peu et le fonctionnement d'un arrêt maladie dans une entreprise comme celle de l'hôpital public, j'ai un certain nombre d'heures avant de déclarer un arrêt maladie. Donc, dès le lendemain, je vais chez le médecin. Le médecin me prolonge mon accident de travail, parce que c'était un accident de travail pour le coup. Et donc, je décide de ne pas lui répondre. Je décide d'envoyer à la direction directement ce document pour ne plus avoir affaire à lui, parce que là, le mail était assassin, en fait. Ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que ces mots ont tellement été durs que j'ai même dit à ma femme, tu vois ce que je viens de recevoir, si tu n'étais pas là, je crois que je me serais foutu en l'air. Ah ouais. Si on n'avait pas été ensemble, là, ce jour-là, dans la voiture, avant de descendre de la voiture, je me serais foutu en l'air. Parce que toutes ces années de bon employé, en fait, toi, tu as tellement aimé ce travail-là et tu as tellement aimé qu'on te considère. C'est surréaliste. Cette descente rapide de la part de ta direction, ça t'a mis un coup. C'est surréaliste parce que tu te dis, tu es soignant, ça fait 16 ans que tu es soignant, ça fait 16 ans que tu connais les plannings changés au dernier moment, les rappels à domicile, les Noëls où tu n'es pas avec ta famille, les Nouvel An où tu n'es pas avec ta famille, les vacances plus ou moins choisies, une espèce d'abnégation, de tout donner pour l'hôpital parce que derrière, y a des patients, en fait. Et là, tu reçois ça, quoi. Tu te dis... à ce moment-là, tu te dis déjà que ça va pas durer. Je vais même te dire exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai dit ça à mon époux, j'ai dit heureusement que tu étais là, sinon je serais foutu en l'air. Et la deuxième chose, c'est j'y refoutrai plus jamais les pieds. Je ne peux plus. Là, c'est fini. Je me suis vidé de pleurs, de colère. Là, il était vraiment temps. Et heureusement aussi, j'allais voir une psychologue déjà depuis 6 mois. Parce que je sentais que ça allait pas bien. Et là, heureusement qu'elle était là, elle aussi, parce que sinon c'était la descente aux enfers. Niveau famille, toi, t'en étais où? Parce que du coup, t'avais déjà... C'est Suzon, ta plus grande. Ma deuxième fille était déjà née. Suzon avait quelques mois. Suzon est née en mars. Moi, je ne suis plus retourné à l'hôpital depuis après le 25 juillet. Après les vacances d'été, le 25 juillet. Donc en plus, t'étais dans le tourbillon d'avoir une petite deuxième. Là, ça redistribue les cartes. Ouais. Parce que je me suis dit, alors, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que je ne tolère pas. Ouais. J'ai passé l'âge, alors ça c'est vraiment une parole de vieux, mais, j'ai passé l'âge qu'on me parle comme ça, qu'on me traite aussi mal, après tout ce qu'on peut donner. Non, c'est interdit, non, on n'a pas le droit. À un moment, il faut respecter les gens. Personne ne m'a pris au sérieux, même si il y avait preuve sur table, parce qu'il n'y a pas eu que les mails, SMS, WhatsApp, en me disant que si je répondais pas à son mail, il préviendrait la direction de mon absence et que j'étais en absence à justifier. Mais bon, moi, j'étais dans les cadres, puisque j'ai envoyé mon arrêt. Mais il y avait vraiment une vraie pression. Ça a duré 24-48 heures, où j'ai reçu des messages, des SMS. Il a appelé d'autres collègues. Et quand j'ai présenté tout ça à la médecine du travail, on m'a dit, c'est pas du harcèlement, ça c'est de l'inquiétude. Et là, tu te dis, ok, donc là, on a atteint un niveau supérieur dans la connerie humaine, parce que pour moi, j'appelle ça vraiment de la connerie humaine, et on est vraiment dans les bas-fonds de l'administration, de ce qui peut se faire de pire à l'hôpital public où on est censé prendre soin des gens et qu'on ne prend pas soin des gens qui y bossent. Ouais. Et, rebelote, Marie-Charlotte, j'aime bien cette expression, quand je suis sorti de cet entretien à la médecine du travail où on m'a dit c'est de l'inquiétude, je suis allé voir mon épouse qui travaillait encore à la maternité et je lui ai dit, tu vois, si j'étais tout seul, si j'étais pas pu... si jamais j'avais pas eu l'occasion de venir te voir, je faisais 800 mètres, il y avait la Seine et je crois que je plongeais. Parce que clairement, là, il n'y a ne personne qui te suit, personne ne te croit. Oui. Là, c'est quand même dingue. Tu te dis, abandonné. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais même en vous montrant des preuves, alors, c'est pas insultant, mais on voit bien quand même qu'il y a quand même un document qui est pas net quand même. C'est pas normal ce genre de comportement, quoi. Et étant donné que mes douleurs continuaient et que ça n'allait vraiment pas bien du tout. Alors physiquement, ça n'allait plus bien du tout parce que mal de dos, je pouvais quasiment plus porter ma fille. Je faisais les tâches du quotidien, mais je mettais 3 fois plus de temps que quelqu'un de lambda qui allait bien. Et là, en fait, ça n'allait pas. Donc, étant donné que ça n'allait pas, que psychologiquement, ça n'allait pas bien du tout, le temps a passé parce que en fait ça traîne ce genre de choses, malheureusement, on va pas se mentir, c'est qu'un accident de travail ça traîne, les médecins
eux ne prennent pas le risque parce qu'il y a trop de problèmes neurologiques et au risque que ça n'aille pas du tout mieux en fait. Et puis avec le temps, l'hôpital se lasse aussi un petit peu de ça et il commence à faire des expertises en disant bon, vous êtes en arrêt, ok, vous êtes en accident de travail, mais on va quand même faire une expertise parce que maintenant il va falloir statuer sur votre situation. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous garde? Est-ce qu'on vous retrouve un nouveau poste? Est-ce qu'on vous refait je sais pas, un nouveau plan de carrière? Alors moi je suis pas pour, je suis pas contre. Moi je suis juste dans l'idée où je suis ce que disent les médecins. Voilà, moi dans ma tête c'était très clair, c'est je suis ce que disent les médecins. Les médecins, les neurologues, mon rhumatologue, mon médecin traitant, je suis ce qu'ils disent. S'ils disent que c'est non, ça sera non. Point final. Et puis d'aller en expertise. Alors là, ça m'a vraiment encore plus foutu dans le fond. En fait, j'étais encore moins en moins bien. Et le travail de la psychologue faisant chemin, c'est là où c'est la première fois de ma vie où on m'a dit que psychologiquement j'étais très affaibli et que je faisais un burn-out. Oui, tu n'avais pas réussi à mettre de mots sur ça Jamais. avant. Impossible. Quand elle m'a dit, Frédéric, vous êtes en burn-out, je lui ai répondu, j'ai pas le temps. J'ai absolument pas le temps, je peux pas être en burn-out. C'est pas possible. J'ai pas le temps, moralement, physiquement, familièrement, dans ma vie, j'ai pas le temps d'avoir ça en fait. Comment c'est possible? Enfin, j'ai travaillé dans toute ma carrière, j'ai travaillé plus de 8 ans en psychiatrie. J'ai vu des gens en burn-out, je sais ce que c'est, ils sont fous comme des chèvres, on leur donne des anxiolytiques, on leur donne des antidépresseurs, ils bavent, machin. Je dis non, moi je suis pas comme ça. Elle fait non, elle m'a dit ça c'est votre représentation, mais elle dit vous êtes en burn-out. Et elle me dit vous êtes pas bien. Et elle me dit je vais même aller plus loin, et là c'est là où tu te dis waouh, là on a atteint un sommet. Elle me dit l'hôpital vous a détruit. Ah ouais. Je crois qu'on peut pas faire mieux. Ouais. Est-ce que déjà tu avais compris, enfin, tu m'as exprimé tout à l'heure que tu avais compris que tu n'y remettrais plus les pieds. C'était ancré déjà ça c'était clair. Ouais. L'objectif final était très clair. C'est je ne retravaillerai plus à l'hôpital. Et tu savais ce que tu voulais non, faire absolument pas. Bah non, parce que déjà, je ne voyais rien au long terme, puisque je voyais tout à court terme. À court terme, je voyais tout sous anxiolytique, parce que j'ai jamais pris d'antidépresseur, j'en voulais pas. Mon médecin m'en a jamais prescrit. Ma psychologue me conseillait surtout plus des anxiolytiques. Alors c'est vrai que les anxiolytiques, ça tournait, hein, mais j'en arrivais à des points d'angoisse, des crises d'angoisse lunaires. Pour des trucs qui, de l'extérieur, peuvent paraître... Ça a duré combien de temps tout ça? Accumulé, on va dire jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais on va dire 3 ans. Ah ouais. 2 ans et demi à pas être bien du tout, à être angoissé au moindre coup de téléphone où ça s'affichait CHU, au moindre courrier reçu à la maison, même les feuilles de paye, hein, de recevoir une feuille de paye toute simple, il n'y a rien, on m'annonce rien, on me dit juste que je dois avoir ma paye. C'est écrit CHU, comme ça, là, comme ça, le cœur, tous les syndromes de quelqu'un qui est hyper angoissé. D'aller à l'hôpital pour me rendre pour un rendez-vous obligatoire avec la DRH, je ne sais quoi. Ouais, d'avoir toujours un contact avec tu peux pas t'imaginer, cet univers-là. Même de passer le à côté de l'hôpital. Et ta femme continue d'y travailler? Alors ma femme, entre-temps, commence à prendre ses distances avec l'hôpital parce que elle voudrait se mettre en libéral. Donc, je l'encourage à fond là-dedans. Alors là, je suis à fond, à 300%. Alors déjà, en règle générale, je suis déjà à 300% dans tout ce qu'elle entreprend, mais là, beaucoup plus encore. Parce que là, pour moi, c'est une espèce de... Alors, je ne me suis pas raccroché à ça, mais en tout cas, c'est un fil rouge, quoi. Voilà. Ah ouais, tu veux te lancer en libéral, c'est une très bonne idée. En plus, c'est une très bonne idée. Tu veux quitter le CHU. Je ne veux pas te dire oui, je veux pas te dire non. Hein. Moi, je suis déjà dans la démarche de me dire qu'un jour, ça va se terminer. Donc, bref, elle prend sa dispo de l'hôpital, elle s'installe en libéral. Donc, je l'aide à s'installer... voilà, je cloue des cadres au mur, je monte des meubles, je l'aide dans ses démarches administratives parce que voilà, c'était pour moi une occupation. Ouais. Et là, ça fait déjà un de nous deux qui est plus à l'hôpital. Et toi, de ton côté, tu crées du contenu pendant cette période-là? Alors oui, j'ai essayé de créer du contenu pendant cette période-là. Je vais pas te mentir, c'est un peu ce qui me raccrochait pas à la vie, mais presque. J'ai ma famille, mais j'ai mon sas de décompression sur les réseaux.
difficile de garder sa bonne humeur. Oui, parce qu'il faut quand même le dire pour ceux qui ne te suivent pas, tu es quand même un personnage très joyeux. Là, c'était plus le même. Ouais. Et bon nombre d'abonnés, alors des abonnés déjà qui ne me connaissent que sur la toile, voyaient que ça n'allait pas. Alors imaginez ceux qui me connaissent. Ouais. Alors là, ceux qui me connaissent m'ont dit, mais attends, ça va pas, il y a un truc. Enfin, oui, c'est bien ce que tu fais, mais il n'y a pas d'énergie là, il y a un truc qui manque, quoi. Mais j'ai gardé pour moi tout ce qui se passait. Les gens ne savaient pas ma situation. Il y en a beaucoup qui. Tu voulais pas mélanger. Ah non, 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 non. Et puis, alors, beaucoup se sont posés de questions parce que alors, je faisais pas beaucoup de stories au travail. Très, très peu. J'abordais pas trop le sujet. Mais les gens ne voyaient plus rien. Donc là, ils se sont dit, bah attends, il y a un truc ou quoi. Et j'ai dit, bah c'est un truc que je garderai pour moi. Je partagerai pas ça sur les réseaux. Et j'ai bien fait parce que je pense que c'était pas une très bonne idée. Hein. Mais j'ai continué à créer du contenu informatif. Et puis, ce contenu a quand même mené à ce qu'un jour, je reçois... C'est très drôle, tu sais, des fois, la vie fait... Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Et ben, j'ai un exemple mais alors, qui est formidable. Voyant que ça traînait à l'hôpital et que je ne trouvais pas d'issue, j'ai dit, je vais demander une rupture conventionnelle. C'est possible, on peut demander. Je suis accueilli à l'hôpital, on explique ce que j'aurai le droit, les conditions, machin truc, ça va passer en commission, bref, voilà. Et vous aurez une réponse par courrier. Je reçois un avis de passage, donc je vais à la poste, je vais chercher mon recommandé. Bon, je me fais pas d'illusions, je sais très bien que ça va être refusé. Et c'est marrant parce que je reçois le courrier, je l'ouvre, et je vois votre rupture conventionnelle a été refusée. Je sors de la poste, je monte dans ma voiture, mon téléphone vibre, je regarde, je reçois un message, une demande privée. Et c'est une éditrice de chez Hachette qui m'envoie un message et qui me dit voilà, on voudrait travailler avec vous pour écrire un livre. Et je me suis dit waouh, l'enchaînement. le délire. Enfin, oui, comment d'un côté, on te ferme la porte pour la rupture et d'un autre côté, tu as une nouvelle porte qui s'ouvre. J'attendais rien de cette rupture conventionnelle, je ne vais pas te mentir. Mais de savoir qu'elle a été négative, ça m'a foutu un coup. Oui, quand même. Mais tu te prends un coup et à côté de ça, on t'annonce ça. C'est ce que je produis sur les réseaux, ça intéresse un éditeur pour faire un livre pour les papas, pour les conjoints, les partenaires. Et là, je fais OK, étant donné que je suis disponible et que j'ai du temps, why not, pourquoi pas. Et que c'est un sujet qui me botte, qui me plaît. C'est un sujet qui me plaît, c'est un sujet qui me parle. Donc, je les appelle dès le lendemain. J'ai une visio très rapidement. Et là, il m'annonce, écoutez, voilà, on voudrait bien bosser avec vous, voilà le projet, voilà comment ça va se passer. Est-ce que vous pensez que vous êtes en capacité de le faire? Alors moi, ça me fait du bien moralement parce que je me dis, ah, ça veut dire que je serais apte à faire autre chose. Et puis ça occupe ton esprit quand même, parce que là, oui. À part créer du contenu, tu étais quand même très très libre à penser à tout ce qui t'est arrivé. Et puis là, j'avais la possibilité de pouvoir le faire parce que dans ouais. les conventions de l'hôpital public, on a le droit d'écrire un livre, c'est une œuvre de l'esprit, sans forcément prévenir sa hiérarchie. Donc je me suis dit, bah, alors on y va quoi. Et c'est très drôle parce que j'ai un deuxième rendez-vous 3-4 jours après pour leur dire ok c'est bon. Et là on me dit le 14 juin, écoutez, je leur pose une question bête, je dis, mais ce livre, je dois le rendre quand le manuscrit? Ah, il me dit, bon, le 30 août, ça vous va? Ah oui, mais le 30 août, ça me laisse plus d'un an. Ah non, non, là, 30 août, là. Mais j'ai 30 août, je ne vous rendez pas compte, ça fait même pas 2 mois. Enfin, oui, un peu plus de 2 mois, mais à peine, quoi. Ah oui, c'est vrai que les délais sont un peu courts, mais c'est pour une sortie au mois de janvier 2024. Oui, d'accord. Avec bon, 2 petites filles en bas âge. Ouais, alors j'ai fait quelque chose... j'allais souvent dans un café à Rouen qui s'appelle le Fabalab, c'est un café par an avec plein de professionnels de la petite enfance qui sont adorables et tout. Et j'emprunte un bureau d'une orthopédagogue qui avait un grand mur vide. Et je me souviens, j'ai ouvert un de ces tiroirs, j'ai pris un paquet de post-it et là je me suis mis à tout noter, des idées. Le mur s'est retrouvé comme dans les séries. Comme dans les séries, la même chose. Le mur s'est retrouvé, voilà. Alors on m'avait juste expliqué, il faut qu'il y ait à peu près 3 chapitres. J'essaie de couper potentiellement quelque chose en 3 et je mets toutes les idées. Alors ceux qui passaient par là, ah ça tiens, peut-être que ça c'est une bonne, ah oui ça c'est une bonne idée. Je rajoutais. Et après j'ai tout structuré. Et une fois que tout était structuré, j'ai commencé à écrire. Alors pas du tout dans l'ordre hein, parce que c'est pas possible, mais à écrire. Le matin très tôt, avant que les filles se réveillent, le soir très tard quand tout le monde dormait, la journée quand les filles étaient une à l'école et l'autre à la crèche.
et mon épouse au travail. J'écrivais, j'ai fait que ça tout l'été. Et puis j'ai fini par réussir à rendre mon manuscrit en temps et en heure. Bravo. Comment, je ne sais pas, mais j'ai réussi ça a été très bénéfique moralement parce que ça m'a permis de comprendre que je pouvais faire autre chose. Et je me suis dit, si je suis capable de faire autre chose, c'est-à-dire de ne plus être fonctionnaire de la fonction publique, parce que j'ai fait que ça, j'ai pas fait autre chose de ma vie, qu'il y a quelque chose à l'extérieur, autant se mettre dans cette brèche et continuer. Voilà. Le livre est sorti. J'ai fait. Oui, ça te montrait un exemple de comment tu pouvais monétiser ton activité de créateur de contenu. Et puis de me dire que ma parole, ma présence a de l'influence sur beaucoup, oui, que tu étais beaucoup de gens. légitime, que tu avais une crédibilité. Ouais, voilà. Et puis d'être invité sur les plateaux télé, à la radio, de se dire ok. Donc ce que je fais depuis maintenant 3-4 ans. Ça commence à porter ses fruits, même si c'est vrai que l'allongement du congé paternité en 2020 m'avait déjà apporté pas mal de visibilité parce que j'avais fait partie des gens qui avaient été, qui militaient pour élaborer cette nouvelle loi. Mais là, d'autant plus, quoi. Je me dis, putain, je sors un livre, quoi. C'est quand même pas rien. Ça a été un tournant pour toi. Déjà, c'est un tournant pour beaucoup de choses. Parce que d'abord, premièrement, c'est une claque à toutes les personnes qui, quand j'étais adolescent, ont dit, il fera rien de sa vie. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est ce que je te disais, c'est de se dire, je suis capable de faire autre chose. Oui, je peux faire autre chose. Et que ça peut intéresser les gens. Et que si ça doit devenir un jour mon business, pourquoi pas en fait. Qu'est-ce qui va m'en empêcher en fait? Le temps a passé, l'hôpital a commencé à trouver le temps long, et au bout de la 10e expertise, je pense, parce que j'en ai eu un paquet, et après 3 ou 4 commissions, c'est très long, hein, c'est terrible, hein, parce qu'il y a des commissions, des fois, par exemple celle du mois de mai était décalée parce qu'il y avait les ponts. C'est une connerie, mais c'est la France, c'est terrible. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais bon. Là, arrive le mois de décembre 2024 et on me dit, voilà, on ne va pas vous garder. Alors, vous n'avez pas de rupture conventionnelle, vous n'êtes pas licencié pour inaptitude, mais au vu de votre état de santé et votre taux d'handicap, parce qu'il y a un taux d'handicap, nous allons vous mettre en retraite anticipée. C'est un peu improbable, mais ça arrive. Alors, ça arrive surtout à des gens qui sont entre 50 et 60 ans, mais rarement à 35, si tu veux. Ouais. D'où, je pense, la longueur administrative à prendre une décision qui est lourde quand même. Parce que du jour au lendemain, quand je vais me retrouver radié des cadres de l'hôpital, il n'y a pas de chômage. Hein. Il va falloir bosser tout de suite. Alors dans ma tête, je fais, mais qu'est-ce que je vais faire en fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui reste dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et qui pourrait se passer chez moi, parce que c'est vrai que j'ai quand même j'ai plus cette capacité à pouvoir me déplacer comme je veux, rester assis pendant 3 heures, voilà, d'être libre finalement, de travailler comme je l'entends et avec qui je veux. Et bon, entre pourquoi le pas dire gérer et le faire, les réseaux sociaux des autres. tu vois, je me suis dit et pourquoi je ne ferais pas du community management en fait, parce que le community management, d'abord ça m'intéresse beaucoup. Moi, t'as développé toi-même ta propre j'ai eu le temps, communauté. si tu veux, j'ai eu le temps de lire pas mal de choses, donc j'ai eu le temps de pas mal m'informer sur beaucoup de sujets. Et puis chemin faisant, arrive le jour où je suis radié, donc c'est fini, l'hôpital public c'est terminé. Alors là, c'est marrant parce qu'on pense, ça t'a fait quelque chose le jour où officiellement c'était acté, alors pour être totalement honnête, c'était le 1er juin donc 2025. Aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, j'y crois pas encore. C'est-à-dire que tous les mois, quand je reçois ma pension, je dis, il suffit qu'elle ait un jour de retard parce que c'était pas prévu. Je me dis, ça y est, c'est fini. En fait. Mais pourtant, tu es vieux machin bidule depuis des années déjà. Tu es créateur sur les réseaux depuis des années. Tu as fait un livre. Dans ma tête, je suis encore bloqué très souvent, régulièrement, dans je suis encore à l'hôpital. Alors que c'est fini. J'ai un document sous les yeux, c'est écrit vous êtes radié. Radié, ça veut pas rien, ça ne veut pas rien dire. C'est radié, c'est que c'est fini. T'as pas de compte à rendre en fait aux gens qui sont en face de toi. En tout cas, les gens que tu avais en face de toi. Mais tu as beaucoup de mal à redescendre de ça. Il y a une espèce d'emprise, si tu veux. Ouais. Étant donné que j'ai fait que ça, étant fonctionnaire toute ma vie, en fait, je connais pas autre chose. Un jour, j'avais répondu à une de mes cadres,
qui commençait un peu à me chatouiller l'esprit. Je lui avais dit, vous savez, un jour, je finirai par partir bosser à Leroy Merlin. J'ai rien contre les gens de Leroy Merlin, au contraire. Elle me dit, ah, Annie, allez-y dans le privé. Vous verrez. Vous verrez, hein. Vous reviendrez dans la fonction publique. Et aujourd'hui, je me dis, putain, j'aurais dû partir à ce moment-là. En fait, j'aurais dû partir, je vais te dire quand. J'ai été diplômé d'aide-soignant, j'avais 18 ans. Au bout de 6 mois, je dis, je ferai pas ça toute ma vie. C'est là que j'aurais dû me barrer. Au bout de 6 mois. Et pas au bout de 16 ans. Et dans les quelques semaines qui restaient avant de quitter officiellement l'hôpital, la série Bref 2 qui est sortie. Et il y a cette scène, tu sais, où Jean-Paul Rouve s'assoit dans son fauteuil. Et il dit il a voulu s'asseoir 30 secondes, il est resté assis, je sais plus, c'est 10 ans, 20 ans. Et en fait, je me suis vu, moi. Je me suis vu à me dire, je me suis vu, moi, je me voyais m'asseoir dans ce fauteuil en me disant, un jour, au bout de 6 mois, je me suis dit, j'aurais dû partir de l'hôpital. Et au final, je me suis assis et je suis resté 16 ans. Je suis resté 16 ans. Et j'aurais dû partir avant parce que sinon, on n'en serait pas arrivé à un burn-out, on n'en serait pas arrivé à potentiellement une dépression du postpartum pour moi parce qu'on ne sait pas trop, c'est entre les deux. On n'en serait pas arrivé à avoir des idées suicidaires, on n'en serait pas pour un accident du travail. On n'en serait pas arrivé peut-être à un accident du travail. Finalement, l'accident du travail, c'est presque ce qui m'est arrivé de mieux en fait. Oui, et puis il est aussi peut-être arrivé par rapport aux conditions dans lesquelles tu travaillais, inconsciemment, cette fatigue, cette charge mentale, etc. Là, c'est ce qui t'a peut-être fait avoir cette perte d'inattention pendant quelques secondes qui t'a fait... on n'en sait rien, on ne le saura jamais. Sur ce podcast, on parle beaucoup bise, on parle aussi bibs. Et moi, j'ai envie de savoir, pendant tout ce temps-là, ta relation à la paternité, c'était quoi ? C'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre parce que mes filles, alors surtout ma grande, qui est une petite fille très curieuse, se demandait pourquoi je travaillais plus. En fait, t'es à la maison, tu travailles plus à l'hôpital, mais on entend toujours parler de l'hôpital parce que les oreilles qui traînent. Et puis elle voyait que j'étais moins bien, si tu veux. Et si tu veux, cette expérience-là, elle est très forte parce que un jour où ça commençait un peu à aller mieux, j'ai dit à ma fille, tu vois, je sais pas ce que tu vas faire plus tard, tu feras ce que tu veux, je t'encouragerai, je te suivrai, fais un truc que t'aimes, si ça te plaît tant mieux, et si ça te plaît plus, tu t'en vas. Surtout tu t'en vas, tu restes pas dans un truc malsain. Tant pis, tu reviendras nous voir, tu feras ta tanguy, j'en ai rien à faire, mais reste pas là où ça va pas. En fait, t'as pas le droit d'être malheureuse dans ton travail. Parce qu'un jour, elle m'a dit, t'as l'air malheureux. Je dis, oui, je suis malheureux. Je suis malheureux dans ce travail, dans mon ancien travail d'hôpital. Oui, je suis malheureux. Je suis très triste. C'est fou ce que les enfants ont cette capacité à nous mettre face à nos... C'est surtout qu'un jour, elle m'a posé une question. Elle me dit, pourquoi maman, juste avant que ma femme se mette en libéral, elle travaillait encore à l'hôpital. Et elle faisait des nuits, elle faisait des... Voilà. Elle me dit, pourquoi maman, elle repart travailler ce soir? Mais je dis, tu sais, maman, il faut qu'elle travaille, réponse de parents, pour ramener un peu d'argent à la maison, pour pouvoir se permettre de payer les factures, d'acheter à manger, d'acheter des vêtements, de nos activités. Et là, elle me dit... donc là, ça veut dire que j'aurai plus jamais de jolie robe. Mais je dis, mais pourquoi tu n'auras plus jamais de jolie robe? Elle me dit, parce que toi, tu travailles plus à l'hôpital. Elle me dit, tu travailles plus. Donc, c'est-à-dire, si tu travailles plus, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Elle avait quel âge quand elle a dit ça? Là, elle avait 5 ans. Ah oui, ils comprennent tout, c'est un truc de dingue. À 5 ans, ta fille est en train de te dire qu'elle est inquiète de me voir pas bien, de voir que je ne travaille plus. Alors, bien sûr, elle n'a pas la notion du concept de l'accident de travail où on est rémunéré chez soi, même si on est malade. Et pas bien, mais c'est dur. Et ça a été un des éléments moteurs. Je me suis dit, mais ça, plus jamais, en fait. Ça, jamais. Je ne veux pas imposer ça à mes enfants. Je ne veux pas imposer cet état de santé mentale et psychologique, de leur montrer... C'est pas une faiblesse, hein, c'est pas de dire, papa, il ne veut pas montrer qu'il est faible. Non, c'est juste de dire, là, ce qui m'arrive à moi, je ne veux pas que ça t'arrive à toi, en fait. Jamais. Jamais de la vie. Et autant dans ta vie professionnelle que personnelle. Tu lui as expliqué ton changement du coup d'activité, que maintenant tu crées du contenu. D'ailleurs, elle participe un petit peu des fois, très peu. Mais elle sait ce que je fais. Elle sait que médiatiquement, je suis régulièrement mis en avant sur différents sujets, mais toujours autour de la parentalité. Et depuis que j'ai lancé mon business parce qu'on parle business quand même un petit peu, depuis que je me suis lancé en tant que community manager, elle est très très fière parce que
Alors, ça s'est fait complètement au hasard, parce qu'au début, je me suis dit, je vais être community manager. Mais attention, community manager, plein de gens ont besoin de community manager. Et en fait, un jour, j'ai envoyé un message à ma première cliente, mais qui n'était pas encore ma cliente. Et je lui dis, tiens, je dis, au mois de janvier, à Rouen, il y a un festival de parentalité. Je dis, ce serait intéressant que tu viennes. Et elle a mis, je sais pas, 3-4 semaines à me répondre. Et au bout de 3-4 semaines, elle me dit, je suis vraiment désolé, mais elle me dit, je suis vraiment débordé. Elle me dit, je ne gère plus rien. Et là, je sais pas, je me suis dit, allez, j'y vais au culot. Je lui dis, mais tu cherches pas un community manager? Parce que sinon, je dis, moi, je me lance. Et si t'es sympa et que tu es un petit peu tolérante et que tu me laisses du temps, je suis sûr qu'on peut créer quelque chose de plutôt pas mal tous les deux. Et elle me dit, ah ouais, ça c'est une super idée. Ah ouais, ça c'est une très très bonne idée même. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que le 1er juin, j'avais plus de boulot et le 8 juin, je commençais à travailler. Génial. Et elle m'a fait beaucoup confiance. On bosse toujours ensemble. Et ce qui est très drôle, c'est que là, alors au début, je commençais à faire un peu de pub sur LinkedIn en disant oui, je suis community manager, je suis ton futur community manager et tout. C'est pas que ça accrochait pas, c'est juste qu'en fait, on m'a appelé pour des trucs improbables. Le premier, c'était un coiffeur. Je me suis dit. Bon, ceux qui écoutent le podcast, ils peuvent pas comprendre. Ceux qui le regardent, ils doivent se dire bon, ok. Étant donné que je suis chauve, bon, je comprends le concept de capillaire, mais voilà. Après, il y avait un marchand de moto. À la limite, ça avait été un barbier, c'est ça, tu passé, vois. Mais... Après, il y avait un marchand de moto, il y avait. Ouais, il faut avoir des affinités quand même avec les communautés que tu gères et que tu développes. Ça me plaît pas, en fait. Je dis ça me plaît pas. J'aime bien travailler avec cette cliente-là. J'aime bien le concept d'être community manager un peu de personnalité publique parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle est reconnue dans ce qu'elle fait. Et puis, en fait, ça s'est fait tout seul. C'est elle qui a commencé à en parler à d'autres. Et d'autres m'ont envoyé un message en me disant bah, il paraît que tu es community manager. Je dis oui, c'est moi. Bah, elle me dit écoute, moi j'aurais besoin aussi d'un community manager. Et ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, tu vois, donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, aujourd'hui j'ai 5 clientes. Et c'est très drôle parce qu'en final, c'est 5 clientes, toujours dans le même domaine, c'est médical, les sciences, la famille, la parentalité. Donc en fait, alors la plupart sont des personnalités publiques, avec beaucoup d'abonnés, d'autres, il y a une association, et d'autres se lancent. Et c'est très drôle parce qu'au final, à toutes ces personnes avec qui j'ai commencé à travailler, je leur ai dit, c'est le premier truc que je leur ai dit, je fais, alors je vous explique tout de suite, je travaille qu'avec les gens qui me plaisent en fait. Je vais me payer ce luxe-là de me dire ça j'ai envie de le faire et ça j'ai pas envie de le faire. Donc si je bosse avec toi, c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire. C'est pas juste parce que financièrement j'en ai besoin. C'est parce que je sens que ça va me plaire. Ben, d'un côté, c'est quand tu développes l'image de marque sur les réseaux sociaux, il faut quand même qu'il y ait une affinité avec le client, avec le produit. Physiquement, psychologiquement, psychiquement, je ne peux plus être dépendant de beaucoup de choses et j'ai besoin de cette liberté de me dire je fais ce que je veux et de la manière dont je l'entends. Alors c'est un peu particulier quand même parce que c'est quand même toi qu'on emploie et c'est toi qui donnes tes conditions. Mais alors d'un côté, tu es un prestataire et enfin je veux dire on je suis dans une prestation, c'est ça. Tu vois, je leur explique des trucs tout bêtes. Je leur dis, mais je suis totalement honnête. Je fais, bah tu vois, on va bosser sur notre planning social media sur tout le mois, sur les mois prochains, sur les semaines à venir, sur 3 ou 4 mois. Mais j'ai dit par contre, quand on décidera d'une date où il faudra poster un post, un réel ou que ce soit, ça sera prêt. Ça sera programmé. Par contre, je ne te dis pas que je vais bosser de 8h le matin jusqu'à 16h30. Non, je bosserai quand moi j'aurai envie. Le boulot sera fait. Mais sauf que tu n'auras pas un compteur d'heures en se disant, c'est pour ça que je marche au forfait, c'est pour ça qu'il n'y aura pas un compteur d'heures en disant, Fred, il a bossé de 8h à 16h. C'est si j'ai envie de bosser le soir quand mes enfants sont couchés parce que j'ai envie de bosser à cette heure-là, je bosse à cette heure-là. Si j'ai envie de bosser un tout petit peu le week-end, je bosse un petit peu le week-end. J'ai bossé pendant les vacances, pendant que mes filles faisaient la sieste, une qui était dans la piscine avec ses grands-parents, hop, je bossais un petit peu, je bossais à mon rythme. Et rien que ça. Oui, ça change tout. Et toi, tu équilibres maintenant tes sources de revenus entre la création de contenu, en tout cas les collaborations que tu peux faire avec des marques, et du coup tes prestations en community manager. Parce qu'en fait, la création de contenu, je me suis beaucoup bridé pendant des années, parce que le concept de la collaboration, c'est que souvent on est payé pour le faire. Et là, non, je ne pouvais pas. Et c'est vrai que du jour au lendemain, quand j'ai
j'ai quitté l'hôpital, quand ça s'est terminé, enfin quand l'hôpital m'a quitté plutôt, j'ai commencé à recevoir, alors c'est marrant, des fois je dis c'est vraiment une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. J'ai reçu des messages de prestataires, d'entreprises. On aimerait bien bosser avec vous, ça fait longtemps qu'on réfléchit mais on n'a jamais passé le pas, de marques qui me parlent. Parce qu'une des règles premières sur moi, sur mes réseaux sociaux, c'est que je ne travaille qu'avec des marques dont j'ai vraiment envie. Je ne fais pas de l'influence pour faire de l'influence. Ça c'est hors de question pour moi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je ne vais pas renier l'allaitement parce qu'une marque de lait maternisé me contacte et me propose 5 000 €. Non, ça c'est mort. Par contre, quand il y a des entreprises qui sont dans la promotion de l'allaitement, du postpartum et tout ça, là je dis OK. Là, je suis preneur. Quand c'est des choses qui touchent de près ma communauté, parce que je commence à les connaître quand même maintenant depuis, je dis OK, banco, je le fais. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Et si ça me plaît pas, je le fais pas. S'il y a des conditions qui me plaisent pas, je le fais pas non plus. Comme par exemple montrer le visage de mes enfants. Ouais. Ça, c'est c'est un des grands sujets, mais j'ai déjà refusé des prestations très intéressantes. Mais non, en fait, non. Ouais. Je reste sur ma ligne droite et directive de dire non, je montre pas le visage de mes enfants. Tu crées beaucoup de contenu pour les jeunes parents sur tes réseaux sociaux. Quel serait, si on devait un peu conclure cette conversation, quel serait un conseil que tu donnerais à des jeunes parents Et j'affinerais ma question, puisque là, tu vas avoir une petite troisième. Oui. Une ou un? Alors, je sais pas, ton podcast sort quand? Il va sortir prochainement. Alors, non, prochainement. Sur les réseaux sociaux, les gens savent pas si c'est un ou une. D'accord. Mais... Un futur bébé. Le futur bébé. Quel serait ton conseil pour les parents qui ont une tribu comme ça, avec un petit bébé qui va arriver? Que ce soit un conseil à dire à leurs enfants, ou eux pour mieux se ménager ou... Alors déjà, bien préparer son postpartum. Ça, c'est la clé. Je le dis souvent, je le répète quand je fais des conférences, parce que je fais aussi des conférences, j'ai de la chance, je voyage. Je dis souvent, bien préparer son postpartum, être bien au clair avec ses choix. Être informé, c'est la clé pour faire respecter ses choix. Quand on sait et quand on est au clair avec ce qu'on a décidé en tant que parent, c'est beaucoup plus simple pour répondre aux autres. Quand on a fait le choix d'allaiter, on a du répondant, on sait quoi dire quand on nous balancera une phrase non sollicitée. Donc bien informer, bien préparer son postpartum, dormir quand on peut, et ça c'est facile à dire mais c'est compliqué. Accepter que beaucoup de choses vont changer, parce que ça c'est dur souvent. On a du mal à se dire que les choses vont changer, on aimerait bien garder sa vie d'avant, mais ça c'est pas possible. Ça sera une nouvelle vie, autrement, différente, avec des nouvelles choses à découvrir, plus tout seul, mais à plusieurs. Mais c'est bien aussi. Donc s'écouter et renvoyer chier les gens. Voilà. Non mais vraiment. Je sais plus dans quelle série. Je crois que c'est dans Kaamelott où il utilise le mot, il dit merde. C'est bien merde. Ça répond à toutes les questions merde. Mais il y a des fois, moi j'ai envie de dire merde à pas mal de gens. Et en fait, d'avoir dit merde à pas mal de gens, ce qui fait que ça, déjà, ça fait du tri. Et deux, ça permet d'affirmer qu'on peut faire ses propres choix. Ouais. On n'est plus dans l'époque où je fais comme mes parents faisaient, comme mes grands-parents faisaient. Je fais mes propres choix. Et je suis content de voir aujourd'hui des pères épanouis, des parents épanouis. Même si c'est dur, même s'ils dorment mal, même s'ils ne sortent plus comme avant, mais ils sont épanouis, ils sont contents d'avoir des gosses. C'est difficile, c'est pas tous les jours simple. On est envahi par plein de sujets, des fois qui vont au contraire de ce que nous on veut donner à nos enfants. On est perdu parce que tu vois, là dernièrement, on se fout de la gueule des gens qui font Montessori, on se fout de la gueule des gens qui sont dans l'éducation bienveillante. On comprend pas, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à savoir si c'est comment ça se passe cette fameuse éducation. On pense qu'on est des laxistes, on pense que voilà, le gamin veut sauter dans l'eau du haut d'un pont, on lui fait vas-y mon chéri, et je serai en bas pour te récupérer. Non mais non, ils comprennent pas que voilà. Et surtout, ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre, même les gens qui sont même pro Montessori, ultra bienveillants, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop dans l'extrême. Tu vois, il y a toujours une part entre les deux. Moi, je dis souvent, je suis dans l'éducation plutôt bienveillante, plutôt positive. Par contre, quand il y a un non, c'est un non. Et quand c'est un non, c'est un vrai non. Ça, ma fille, elle le sait. Ah oui, il a dit non. Ah, s'il a dit non, c'est pas souvent, donc ça doit vraiment me mettre en danger. Bah non.
Donc, tu vas t'attacher en voiture parce que ça, t'as pas le choix. Je suis désolé. Bah, ça te gêne. Bah, mais ça, malheureusement, c'est pas, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui le décide. Tu joues pas avec les prises électriques. Mais après, il reste, il y a beaucoup d'amour. J'en donne beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'essaie de ne pas trop cacher quand ça ne va pas non plus à mes enfants. Ils sont là aussi pour voir que papa et maman, ils sont comme les autres. Ils ont des faiblesses. Ils ont le droit d'être tristes. Ils ont le droit d'être en colère. Ils ont le droit de comprendre qu'on n'a pas reçu la même éducation qu'eux. Et que si eux, on essaye de les aider, de les accompagner dans leurs émotions, nous, on n'a pas eu cette occasion-là. Donc là, déjà, il y a tout de suite effectivement, tu te mets à la hauteur de ton enfant pour le coup. Là, tu te dis, bon, on est d'égal à égal. Tu vois. Moi aussi, j'arrive pas à maîtriser mes émotions. Sauf que moi, j'ai 36 ans. Donc, c'est pas. Voilà. Moi aussi, je fais pas mes nuits. Je suis comme toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Et puis, de se servir de toute cette expérience qui m'est arrivée entre le burn-out, quitter l'hôpital et rebondir pour faire autre chose. Ça, c'est de s'en servir tous les jours. De dire, oui, c'est possible de faire autre chose. Oui, c'est possible de construire une autre vie que ce que j'avais avant. C'est possible de se renouveler. On a le droit de faire des erreurs. Quand on impose aux enfants de trouver un métier en maternelle, à un moment, il faut se poser les vraies questions. Ouais. C'est de se dire, d'accord, donc il va trouver un vrai métier. Donc ça veut dire qu'un gamin qui a 18 ans, 20 ans, 25 ans, commence un travail et qu'au bout de 5 ans, ça ne lui plaît plus, il devrait continuer toute sa vie pour être malheureux. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et ça, pour moi, c'est hors de question. Parce que si demain, elle veut faire école d'ingénieur, médecine ou je ne sais quoi, et que le lendemain, elle me dit je vais être potière ou peintre, fais ce que tu veux. Parce que clairement, moi, je sais ce que c'est. Moi, je l'ai vécu. Et ton histoire le prouve. Moi, je l'ai vécu. On peut rebondir. Et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de rester dans un endroit où tu es triste. Et ça marche autant dans la vie professionnelle que personnelle. Tu es avec quelqu'un qui ne te convient pas, tu t'en vas, tu te casses. Tu t'en vas tout de suite. Et souvent, sa mère lui dit quelque chose. Enfin, sa mère lui dit, mais moi, je lui dis aussi. Je lui dis, tu vois, papa, tout ce qu'il fait à la maison, le jour où tu vas rencontrer quelqu'un, un garçon, une fille, qu'importe, s'il ne fait pas ce que moi je sais faire, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Je te promets, retiens bien ça. Parce que tu sais que papa, il sait cuisiner, il fait les courses, il sait où sont les choses à peu près à la maison. Je dis où sont les choses à peu près, parce que ça m'arrive quand même de dire chérie, c'est où ça? Mais il sait que si maman n'est pas là, la machine qui est remplie de linge trempé ne va pas moisir, ne va pas être étendue. Elle sait qu'il y aura toujours quelqu'un à la sortie de l'école. Elle sait, voilà. Et ça, rien que de savoir ça, dans sa construction personnelle, je pense que ça joue gros. Et ça a un autre impact encore sur ma seconde, qui, elle, prend encore plus conscience de tout ça. Parce qu'elle, elle n'a pas vécu papa pas bien. Elle n'a pas vécu maman pas bien. Mais elle voit papa l'exemple et qui... Mais c'est plus qu'un miroir, en fait. Quand on dit les parents, c'est un miroir, c'est plus qu'un miroir. Je suis leur exemple. Nous sommes leur exemple, leur mère et moi. Et je veux poursuivre ça. Et aujourd'hui, elles sont très fières parce que quand on leur demande le métier de papa, alors elles ne savent toujours pas trop quoi répondre. Elles ne savent pas si elles doivent dire créateur de contenu, conférencier, community manager. Et alors, ma fille, ma grande, des fois, elle fait tu crées du contenu pour des gens qui sont connus sur les réseaux et tu gères les réseaux sociaux. Voilà, je gère les réseaux sociaux. Alors, de qui, de quoi, on ne sait pas trop, mais je gère les réseaux sociaux. Et je donne des cours de réseaux sociaux à des étudiants dans une école de commerce. Voilà, elle sait à peu près dire ça, mais il y a de quoi être perdu. Mais déjà, à 7 ans, c'est quand même pas mal. Ah, mais à 7 ans, elle le sait. Mais elle le sait même bien parce que des fois, elle rentre de l'école puis elle me dit ah mais t'as pas eu le temps d'étendre le linge pourquoi tu le fais pendant qu'on est en train de goûter? Parce que je travaillais aujourd'hui. Oui, mais tu travailles à la maison. Ah oui, mais ça veut rien dire. Ça, c'est parce que je travaille à la maison que je suis obligé de m'arrêter pour étendre le linge, tu vois. Mais non, elle sait ce que je fais. Je pense qu'elle sait très bien par où on est passé l'un et l'autre. Et que dans sa petite tête, ça va très très vite. Et que ça a dû lui servir d'exemple, et tant mieux. Bah, génial. En tout cas, je suis très, 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 très touchée, immensément touchée d'avoir recueilli ton histoire qui c'est la première fois que je la raconte. Je pense que c'est vrai. L'émotion s'est sentie. J'en ai jamais parlé. C'est la première fois. Je te l'avais dit. J'avais dit si un jour je partage ça sera avec toi parce que ça colle bien. Ça colle bien. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi tout s'est arrêté du jour au lendemain à l'hôpital. Ils découvriront certainement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de curiosité autour de ça, et les gens découvriront ce que j'ai vécu parce que je ne l'ai jamais raconté. Donc voilà, on n'est pas rentré dans des détails très puissants, mais en tout cas je suis immensément touchée. Mais voilà, et j'espère que ça servira ça aidera les gens à se dire ok, je suis pas bien, et il avait raison en fait. Non mais tu as partagé très 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 belles leçons de ces moments très difficiles. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu partages avec tes filles. En tout cas, je pense que tu es un papa exemplaire, un mari exemplaire de ce que tu... J'essaye.
de ce que tu partages. Je suis sûre que tes petites filles sont très fières de toi et on a hâte du coup de l'arrivée de ce ou cette petite troisième. Du troisième enfant. Voilà, qui va chambouler la ça famille, redistribue mais les qui cartes. va remplir d'amour tout le monde, j'en suis sûre. Merci Estelle. Et énormément de succès dans tes nouvelles C'est activités. gentil. Contactez Frédéric si vous êtes une marque chouette et que vous aimez bien son humour. Il pourra faire rayonner vos réseaux sociaux et votre communauté. C'est gentil, merci beaucoup. À très vite. À très bientôt.